Ma belle-fille entrait dans ma maison en disant « Les personnes âgées n'ont pas besoin d'intimité ». Alors j'ai agi. Bonjour à tous. Avant de commencer, si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Cela aide vraiment à soutenir une famille qui travaille dur pour vous apporter ces histoires. Merci du fond du cœur. Maintenant, installez-vous confortablement. Cette histoire va vous surprendre. Je m'appelle Diane Moreau. J'ai 66 ans, 4 millions d'euros sur mes comptes bancaires et un appartement dans le 6e arrondissement de Paris qui vaut à lui seul 2 millions. Vous pourriez penser que j'ai tout. Et vous auriez raison. Mais il y a une chose que je n'avais plus depuis 8 mois. La paix. Tout a commencé le jour où mon fils Marc a épousé Céline. Elle avait 35 ans, un sourire éclatant lors du mariage et une façon de me regarder qui me mettait mal à l'aise. Comme si elle évaluait chaque objet de ma maison, calculant mentalement leur valeur. Je me souviens du toast qu'elle a porté ce soir-là, dans le salon de réception du Plaza Athénée. Elle avait levé sa coupe de champagne, ses yeux brillants sous les lustres en cristal, et avait dit d'une voix forte « À ma nouvelle famille, et surtout à Diane, qui a tant à partager avec nous. » Marc avait ri. Moi, j'avais senti un frisson glacé descendre le long de ma colonne vertébrale. 3 semaines plus tard, elle est entrée dans mon appartement pour la première fois sans m'avoir prévenu. J'étais dans ma salle de bain, sortant de la douche, quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur s'est arrêté. J'ai attrapé mon peignoir en soie ivoire, mes mains tremblant légèrement, et je suis sortie dans le couloir. « Qui est là ?» ai-je appelé, ma voix plus aiguë que je ne l'aurais voulu. « C'est moi, belle maman !» La voix de Céline résonnait joyeusement depuis le salon. Trop joyeusement. Je passais dans le quartier et je me suis dit que j'allais récupérer ce foulard Hermès dont tu m'avais parlé. Tu sais, le bleu et or que tu ne portes jamais. Je suis entrée dans le salon, serrant la ceinture de mon peignoir. Elle était déjà dans ma chambre. Je pouvais l'entendre ouvrir mes tiroirs. « Céline !» j'ai dit en marchant vers ma chambre, essayant de garder mon calme. « Je ne t'avais pas dit que tu pouvais le prendre. »« Et comment es-tu entrée ?» Elle est sortie de ma chambre, le foulard déjà enroulé autour de son cou, tenant également un petit flacon de mon parfum Chanel Nero 5 Vintage. Elle a souri, agitant une clé devant moi. Marc m'a fait faire un double. Il s'inquiétait pour toi, tu sais. Tu vis toute seule ici dans cet immense appartement. Et si tu tombais? Et si tu avais besoin d'aide? Elle s'est approchée, posant une main sur mon épaule. Sa voix était devenue plus basse, presque condescendante. Les personnes âgées n'ont pas vraiment besoin d'intimité, n'est-ce pas? C'est plus important d'avoir quelqu'un qui veille sur vous. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais elle était déjà partie, le foulard et le parfum dans son sac Prada. La porte s'est refermée avec un clic définitif. Je suis restée là, dans mon salon aux murs ornés de tableaux que j'avais collectionnés pendant 40 ans, me sentant soudain comme une étrangère dans ma propre maison. Ce soir-là, j'ai appelé Marc. Il était dans son bureau, je pouvais entendre le cliquetis de son clavier en arrière-plan. « Marc, ta femme est entrée chez moi aujourd'hui sans permission. Elle a pris mes affaires. » Il y a eu un silence, puis un soupir. « Maman, elle s'inquiète pour toi. C'est touchant, non? Et puis, ce ne sont que des objets. Tu as tellement de choses ici. » « Ce sont mes choses, Marc, et elle avait une clé. Tu lui en as fait faire une sans me demander? » « Maman. » Sa voix avait pris ce ton patient qu'on utilise avec les enfants têtus. « Tu vieillis. Céline et moi pensons qu'il est raisonnable que quelqu'un ait accès à ton appartement en cas d'urgence. Vieillis. » Le mot est resté suspendu dans l'air comme une condamnation. « J'ai 66 ans, Marc, pas 90. Je fais du pilate 3 fois par semaine. Je travaille encore 4 heures par jour comme consultante financière. Je ne suis pas sénile. » « Personne ne dit ça, maman. Détends-toi. » Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé en velours bordeaux, celui que mon défunt mari Pierre et moi avions acheté à une vente aux enchères il y a 20 ans. J'ai regardé les lumières de Paris scintiller à travers mes fenêtres, et pour la première fois depuis la mort de Pierre 5 ans auparavant, je me suis sentie véritablement seule. Mais je ne savais pas encore. Je ne savais pas que ce n'était que le début. Je ne savais pas que Céline reviendrait. Encore et encore.
et je ne savais pas qu'elle cachait quelque chose de bien plus sombre qu'un simple mépris pour ma vie privée. Il y avait un secret qui concernait mon argent, ma santé et un document que je n'étais pas censé trouver. Mais ça, je ne le découvrirais que bien plus tard, quand il serait presque trop tard. Les semaines suivantes ont été un cauchemar qui s'intensifiait lentement. Céline est revenue, pas une fois, pas deux fois, mais encore et encore, comme une marée qui monte imperceptiblement jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes en train de vous noyer. Le jeudi suivant, je rentrais de ma séance de pilates chez Studio Vivre, rue de Rennes. Mes clés tintaient dans ma main, mes muscles agréablement fatigués. J'ai ouvert la porte de mon appartement et je me suis figée. Le salon était en désordre. Pas complètement dévasté, mais suffisamment perturbé pour que je le remarque immédiatement. Le coussin du canapé était de travers. Le tiroir de ma console était entrouvert. Et sur la table basse, là où je laissais toujours mon courrier soigneusement empilé, il y avait un vide. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai marché vers mon bureau, dans la petite pièce qui donne sur la cour intérieure. La porte était ouverte. Mon ordinateur portable était allumé, l'écran montrant ma banque en ligne. Je ne l'avais pas laissé ainsi. Jamais. J'ai immédiatement vérifié mes comptes. Rien ne manquait. Mais quelqu'un les avait consultés. Quelqu'un connaissait maintenant exactement combien j'avais. J'ai appelé Marc, mes mains tremblant tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. Elle est revenue, Marc. Céline est entrée chez moi pendant que j'étais sortie. Elle a fouillé dans mes affaires. Elle a regardé mes comptes bancaires. Maman, tu es sûre? Peut-être que tu as oublié de... Je n'ai rien oublié. Ma voix était montée malgré moi. Marc, elle me surveille. Elle attend quelque chose. Qu'est-ce qu'elle attendrait? Il semblait sincèrement confus, peut-être même un peu inquiet, mais pas pour les bonnes raisons. Écoute, je vais lui parler. Mais maman, tu as peut-être besoin de te reposer un peu. Le stress peut jouer des tours. Le stress. Comme si j'imaginais tout cela. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon lit, dans ma chemise de nuit en soie blanche, regardant la porte de ma chambre, écoutant chaque craquement de l'immeuble centenaire, me demandant si elle avait vraiment quitté l'appartement ou si elle attendait quelque part dans l'ombre. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé un serrurier. Un homme d'une 50aine d'années est arrivé à 11 heures avec sa boîte à outils et son air professionnel. « Je veux changer toutes les serrures », ai-je dit. « Toutes. Porte d'entrée, porte de service, tout. » Il a hoché la tête sans poser de questions. À Paris, on respecte la vie privée des gens. Pendant qu'il travaillait, j'ai appelé une entreprise de sécurité. Une femme à la voix efficace a répondu. Je voudrais installer des caméras de surveillance dans mon appartement. Discrètes, mais efficaces. Bien sûr, madame. Combien de pièces? 5, salon, entrée, couloir, chambre et bureau. Le lendemain, les caméras étaient installées. De petits dispositifs noirs, pas plus grands qu'un bouton de chemise, cachés dans les cadres photos, derrière les livres, dans les coins du plafond. Connectés à une application sur ma tablette. Je pouvais maintenant tout voir, en temps réel, depuis n'importe où. J'ai attendu. 3 jours, 4 jours. Rien. Et puis, le lundi suivant, à 15h37 exactement, ma tablette a vibré. Notification, mouvement détecté, entrée principale. J'étais chez mon amie Béatrice, dans son appartement de Montparnasse. Nous prenions le thé, parlant de tout et de rien. J'ai attrapé ma tablette, mes mains soudain glacées. Sur l'écran, Céline. Elle venait d'entrer dans mon appartement. Mais comment? J'avais changé les serrures. Elle a marché directement vers le salon, puis vers ma chambre. Elle savait exactement où aller. Elle a ouvert le tiroir de ma commode, celui où je garde mes bijoux de moindre valeur, ceux que je porte quotidiennement. Elle en a pris 3. Une broche en or, un bracelet en argent et une paire de boucles d'oreilles en perles. « Diane, tu es là ?» La voix de Béatrice m'a ramenée à la réalité. « Excuse-moi » ai-je murmuré, mes yeux toujours fixés sur l'écran. « Je dois partir. » Sur le chemin du retour, dans le taxi qui traversait le boulevard Saint-Germain, j'ai regardé l'enregistrement encore et encore. Comment était-elle entrée? Et puis, je l'ai vue. Dans ses mains, avant d'ouvrir la porte, une clé neuve,
brillante. Elle avait fait refaire un double. Malgré le changement de serrure, elle avait trouvé un moyen. Peut-être avait-elle soudoyé le serrurier? Ou peut-être avait-elle une technique que j'ignorais. Quand je suis arrivé chez moi, l'appartement était vide, silencieux. Mais l'air semblait différent, chargé de sa présence persistante. J'ai vérifié le tiroir. Les 3 bijoux manquaient. Cette fois, je n'ai pas appelé Marc. J'ai appelé quelqu'un d'autre. Un numéro que m'avait donné Béatrice il y a des années, lors d'une conversation sur les précautions à prendre quand on vit seul avec de l'argent. « Détective privé Arnaud Mercier », a répondu une voix grave. « Monsieur Mercier, j'ai besoin de vos services, rapidement. » Mais même alors, même en prenant ces mesures, je ne savais pas encore toute la vérité. Je ne savais pas ce que Céline cherchait vraiment. Je ne savais pas qu'elle avait un complice, quelqu'un de proche, quelqu'un en qui j'avais confiance. Et je ne savais surtout pas ce qu'elle prévoyait de faire une fois qu'elle aurait trouvé ce qu'elle cherchait. Le document. Le maudit document que j'allais découvrir. Celui qui allait tout changer. Arnaud Mercier est arrivé le lendemain matin à 9 heures précises. C'était un homme dans la fin de la quarantaine, avec des cheveux gris aux tempes et des yeux qui ne manquaient rien. Il portait un costume sombre sans être ostentatoire, et il avait cette façon de se déplacer silencieusement qui me donnait à la fois du réconfort et de l'inquiétude. « Madame Moreau, » a-t-il dit en me serrant la main dans mon salon, « racontez-moi tout depuis le début. » Pendant 1 heure, je lui ai tout expliqué. Les visites répétées de Céline, les objets disparus, les comptes bancaires consultés, les serrures changées et pourtant inefficaces. Il prenait des notes dans un petit carnet en cuir, hochant la tête de temps en temps. « Vous avez les enregistrements vidéo ?» a-t-il finalement demandé. Je lui ai montré tout ce que j'avais sauvegardé sur ma tablette. Il a regardé attentivement, ses yeux se plissant légèrement quand Céline est apparue à l'écran. « Elle sait où chercher », a-t-il murmuré. « Elle ne fouille pas au hasard, elle va directement aux endroits précis, comme si elle avait une liste. » « Une liste de quoi ?» Il a levé les yeux vers moi. « C'est ce que nous allons découvrir. Madame Moreau, puis-je vous poser une question personnelle ? Bien sûr. Avez-vous un testament ? Des documents concernant votre succession ? » Mon estomac s'est serré. « Oui, dans le coffre-fort de mon notaire. Pourquoi ? Votre belle-fille le sait-elle ? Je suppose que Marc a pu lui en parler. Pourquoi cette question ? » Arnaud s'est levé, marchant vers la fenêtre. Il a regardé dehors, vers la rue Bonaparte, où les Parisiens passaient, inconscients du drame qui se jouait au 6e étage. Parce que selon mon expérience, madame, quand quelqu'un s'intéresse autant aux biens et aux finances d'une personne âgée, il y a généralement 2 motivations. Soit il prépare un vol, soit il prépare quelque chose de pire. De pire, vous voulez dire. Je veux dire qu'il serait prudent de vérifier votre testament, de vous assurer que personne n'a essayé de le modifier. Et également, il a hésité, de faire un bilan de santé complet, avec des analyses toxicologiques. Le sang s'est retiré de mon visage. Vous pensez qu'elle essaierait de me... Je ne pense rien encore, madame, mais je préfère être prudent. Avez-vous remarqué des symptômes inhabituels dernièrement ? Fatigue excessive ? Nausées ? Moments de confusion ? J'ai réfléchi, maintenant qu'il en parlait. Oui, ces 3 dernières semaines, j'avais eu des moments étranges, des vertiges inexpliqués, une fatigue qui me tombait dessus brutalement en milieu d'après-midi. J'avais attribué ça au stress. « Mon Dieu », ai-je murmuré, « ne paniquez pas. Cela peut être simplement le stress, comme vous le pensiez. Mais vérifions. En attendant, je vais enquêter sur votre belle-fille, ses antécédents, ses finances, ses fréquentations. Donnez-moi quelques jours. » Après son départ, je suis restée assise sur mon canapé, paralysée par la peur. Était-ce possible ? Céline voulait-elle vraiment me tuer ? Pour l'héritage ? J'ai pris rendez-vous avec mon médecin, le docteur Laurent Dubois, pour le surlendemain. Puis j'ai appelé mon notaire, maître Jean-Pierre Fontaine. « Maître, j'ai besoin de vérifier mon testament. Est-ce que quelqu'un a demandé à le consulter récemment ?» Il y a eu un silence inquiétant. « Madame Moreau, votre fils Marc est passé il y a 2 semaines. Il disait que vous lui aviez demandé de vérifier certains détails. Je lui ai montré le document, bien sûr. C'était inapproprié ?» Mon sang s'est glacé.
Marc n'était pas venu de lui-même. Céline l'avait envoyé. J'en étais certaine maintenant. Maître, je veux modifier mon testament, immédiatement, et je veux que personne d'autre que moi ne puisse le consulter, même pas Marc. Bien sûr, madame. Quand pouvez-vous venir? Demain matin. Première chose. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai vérifié ma tablette toutes les heures, regardant les flux vidéo de mon appartement. Personne n'est venu. Mais vers 3 heures du matin, j'ai reçu un message, numéro inconnu. Vous devriez faire attention, Diane. Les accidents arrivent si facilement aux personnes âgées. J'ai failli lâcher mon téléphone. Mes mains tremblaient violemment. J'ai immédiatement fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Arnaud Mercier. Sa réponse est arrivée 5 minutes plus tard. Ne répondez pas. Sauvegardez tout. Je trace le numéro. Le lendemain matin, chez Maître Fontaine, j'ai modifié mon testament. J'ai tout laissé à Marc, mais avec une clause. L'argent serait bloqué dans un trust pendant 5 ans, géré par des administrateurs indépendants. Céline ne pourrait pas y toucher immédiatement, même si je mourais. « Vous êtes certaine, Madame Moreau ?» a demandé le notaire, ses lunettes glissant sur son nez. « Absolument certaine. Et maître, si quelque chose m'arrive dans les 6 prochains mois, je veux que ce document soit transmis immédiatement à la police. » Il a hoché la tête gravement. « Vous pensez être en danger ?» Je commence à le croire, oui. L'après-midi même, j'étais chez le docteur Dubois. Analyse sanguine, analyse d'urine, même des analyses de cheveux pour détecter des traces de substances toxiques sur plusieurs mois. « Madame Moreau, pourquoi ces tests ?» a-t-il demandé, inquiet. « Appelez ça de la précaution. Combien de temps pour les résultats ? 48 heures pour les analyses standards, 1 semaine pour les toxicologies approfondies. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message vocal sur mon téléphone. C'était Arnaud Mercier. « Madame Moreau, j'ai des informations importantes. Pouvez-vous venir à mon bureau demain à 10 heures ? Et madame, ne venez pas seule. Amenez quelqu'un en qui vous avez confiance. Ce que j'ai découvert est troublant. » J'ai écouté le message 3 fois. Sa voix était différente, tendue, presque effrayée. Qu'avait-il découvert sur Céline ? Qu'avait-elle fait avant d'épouser Marc ? Et surtout, qui était son complice ? Celui qui l'aidait à entrer chez moi, malgré tout. La réponse allait me choquer plus que tout ce que j'avais imaginé jusque-là. Le lendemain matin, j'ai demandé à Béatrice de m'accompagner au bureau d'Arnaud Mercier. C'était une journée de novembre grise et froide, le genre de jour où Paris semble enveloppé dans une brume mélancolique. Nous avons marché côte à côte dans la rue du Cherche-Midi, nos écharpes serrées contre le vent. Le bureau de Mercier était au 3e étage d'un immeuble haussmannien, une pièce aux murs tapissée de bibliothèques remplies de dossiers. Il nous a accueillis avec un visage grave. « Madame Moreau ? Madame ?» Il a regardé Béatrice. « Béatrice Arnaud, son amie, » a-t-elle répondu d'une voix ferme. « Très bien, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il a sorti un dossier épais de son tiroir et l'a posé sur le bureau entre nous. Sur la couverture, une photo de Céline. « Madame Moreau, votre belle-fille n'est pas celle qu'elle prétend être. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. Céline Dubois, comme elle se fait appeler maintenant, s'appelait en réalité Céline Martin. Elle a été mariée 2 fois avant votre fils. Le premier mari, un homme de 68 ans, riche entrepreneur à Lyon, est mort d'une crise cardiaque 6 mois après leur mariage. Elle a hérité de la moitié de sa fortune, environ 800 000 €. Le second mari, 72 ans, antiquaire à Bordeaux, est mort d'un accident vasculaire cérébral 1 an après leur mariage. Elle a hérité de la totalité cette fois, 1,2 million. Le silence dans la pièce était assourdissant. Béatrice a posé sa main sur la mienne. 2 maris âgés, morts de causes naturelles apparentes, dans les 2 ans suivant le mariage. Les 2 très riches, les 2 sans enfants proches. Arnaud a ouvert le dossier, révélant des documents, des photos, des articles de journaux. Dans les 2 cas, il y a eu des enquêtes brèves, mais aucune preuve de crime. Les médecins ont signé les certificats de décès sans suspicion. « Mon Dieu !» ai-je murmuré. « Marc ne sait pas ?» J'en doute fortement. Elle utilise des noms différents dans chaque ville. Elle se réinvente complètement.
Quand elle a rencontré votre fils à Paris il y a 2 ans, elle était Céline Dubois, employée de galerie d'art, orpheline sans famille. Une ardoise vierge. Béatrice a serré ma main plus fort. Continue, monsieur Mercier. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Il a hoché la tête. Oui, et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Il a sorti une autre série de documents. J'ai enquêté sur ses mouvements financiers récents. Elle a des dettes importantes. Elle doit 300 000 € à des créanciers privés. Des gens. Peu recommandables. Elle a 6 mois pour rembourser, sinon. Sinon quoi? Sinon elle aura de très gros problèmes. Le genre de problème qui ne se règle pas devant un tribunal. Mon esprit tourbillonnait. Elle a besoin d'argent. Rapidement. Et elle pense que si je meurs, votre fils hérite, et en tant qu'épouse, elle aura accès à ses fonds. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Mais j'ai modifié mon testament hier, ai-je dit rapidement. L'argent sera bloqué. Arnaud a souri tristement. Bien joué. Mais madame, elle ne le sait pas encore, ce qui signifie qu'elle va continuer son plan. Et j'ai peur que ce plan soit déjà en mouvement. Il a sorti une dernière photo. Cette personne vous dit quelque chose? C'était un homme d'une 30aine d'années, cheveux bruns, lunettes, allure ordinaire. Je l'ai fixé, cherchant dans ma mémoire. Non, je ne le connais pas. Qui est-ce? Il s'appelle Thomas Reynaud. Il travaille comme assistant dans un cabinet médical. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi le cousin de Céline. Et regardez où il travaille. Il a pointé du doigt une adresse au bas de la photo. Mon sang s'est glacé. Le cabinet du docteur Dubois. Mon médecin. Exactement. Il a accès à tous vos dossiers médicaux, vos prescriptions, vos antécédents. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, formant une image terrifiante. Céline connaissait mon état de santé. Elle savait exactement quels médicaments je prenais. Elle avait un complice dans le cabinet médical. Les analyses toxicologiques, ai-je murmuré. Les résultats arrivent dans quelques jours. Madame Moreau, je pense qu'il est temps d'impliquer la police. Ce que vous me décrivez, avec ces nouvelles informations, constitue une menace sérieuse. Mais j'ai secoué la tête. Non, pas encore. Elle niera tout. Elle dira que je suis paranoïaque, sénile. Marc la croira. Et sans preuve directe qu'elle a fait quelque chose. Alors que proposez-vous? Je me suis redressé dans mon fauteuil, sentant une détermination nouvelle monter en moi. Je propose qu'on la piège, qu'on lui donne exactement ce qu'elle veut. Béatrice m'a regardé avec inquiétude. Diane, tu ne peux pas te mettre en danger. Je ne compte pas me mettre en danger. Je compte la faire se démasquer, complètement, devant témoins, devant preuves irréfutables. J'ai regardé Arnaud. Vous avez dit qu'elle avait 6 mois pour trouver l'argent? Oui, 4 mois et demi maintenant. Alors elle va devenir désespérée. Elle va prendre des risques, et c'est là qu'on l'attrapera. Arnaud a réfléchi un moment, puis a hoché la tête lentement. C'est dangereux, mais ça pourrait fonctionner. Qu'avez-vous en tête? Une mise en scène. Je vais lui faire croire que je pars en voyage, que l'appartement sera vide, que c'est sa chance parfaite, et nous serons là pour la prendre en flagrant délit, avec la police, cette fois, avec des preuves qu'elle ne pourra pas nier. Et si elle est plus maligne que ça? Si elle sent le piège? J'ai souri, un sourire sans joie. Alors nous improviserons. Mais une chose est sûre, je ne vais pas mourir pour qu'elle puisse rembourser ses dettes. Je vais me battre, et je vais gagner. En sortant du bureau ce matin-là, sous le ciel gris de Paris, j'ai senti quelque chose changer en moi. La peur était toujours là, bien sûr, mais elle était désormais accompagnée d'autre chose, de colère, de détermination et d'un désir féroce de justice. Mais je ne savais pas encore tout. Je ne savais pas que le document que je cherchais, celui qui pourrait tout prouver, se trouvait déjà dans mon appartement, caché, attendant d'être découvert. Les 3 jours suivants ont été consacrés à la préparation. Arnaud Mercier m'a mise en contact avec une capitaine de police, capitaine Sophie Blanchard, une femme dans la quarantaine avec un regard acéré et une réputation d'intégrité. Nous nous sommes rencontrés dans un café discret du 15e arrondissement. « Madame Moreau », a-t-elle dit après avoir écouté toute l'histoire, « ce que vous me décrivez est sérieux, mais sans preuve directe d'intention criminelle, mes mains sont liées. Je ne peux pas arrêter quelqu'un sur la base de soupçons, même fondés. Je comprends.
C'est pourquoi je veux la prendre en flagrant délit. D'intrusion, ce n'est qu'un délit mineur, une amende, au pire. Non, j'ai répondu fermement. De tentative d'empoisonnement, de falsification de documents, de fraude. Quand elle entrera chez moi, elle cherchera quelque chose de spécifique, et je vais m'assurer qu'elle le trouve. Sophie a froncé les sourcils. Vous voulez créer un piège? Exactement. Arnaud pense qu'elle cherche probablement mon testament, ou des documents bancaires. Elle veut savoir exactement combien elle va hériter. Je vais lui laisser trouver un faux testament. Un qui dit que tout lui revient directement en cas de décès. Ça la rendra confiante, imprudente. Et ensuite, j'ai une idée. Mais j'ai besoin de votre aide. Nous avons élaboré le plan pendant 2 heures. À la fin, Sophie a accepté de participer, mais avec une condition. Au moindre danger réel pour vous, Madame Moreau, nous intervenons immédiatement. Compris? Compris. Le lendemain, les résultats de mes analyses toxicologiques sont arrivés. J'étais dans mon salon, tenant l'enveloppe du laboratoire avec des mains tremblantes. Béatrice était assise à côté de moi. J'ai ouvert l'enveloppe, parcouru les pages de résultats techniques, et puis je l'ai vue. Traces de digitaline détectées dans les échantillons capillaires. Concentration compatible avec une administration répétée sur une période de 4 à 6 semaines. Digitaline, a murmuré Béatrice. Qu'est-ce que c'est? Un médicament pour le cœur, ai-je répondu, ma voix étrangement calme. À petite dose, il régule le rythme cardiaque. À dose plus élevée, ou chez quelqu'un qui n'en a pas besoin, il peut causer un arrêt cardiaque. Béatrice est devenue pâle. Elle t'empoisonne, lentement. Apparemment, les symptômes que j'avais, la fatigue, les vertiges, les nausées, ce sont des effets secondaires de la digitaline. J'ai regardé mon amie. Elle me tue, petit à petit, en espérant que ça ressemble à un problème cardiaque naturel chez une femme de mon âge. Diane, il faut aller voir la police maintenant. Avec ça, ils peuvent l'arrêter. Non, pas encore. Elle niera. Elle dira que quelqu'un d'autre a pu avoir accès à ma nourriture, à mes boissons, sans preuve directe qu'elle a administré le poison. Un bon avocat la fera sortir. Et elle disparaîtra. Non, il faut qu'on la prenne la main dans le sac. J'ai appelé Arnaud, lui et envoyé les résultats. Sa réponse est arrivée rapidement. Madame Moreau, c'est plus grave que nous ne le pensions. Mais ça nous donne aussi un avantage. Maintenant, nous savons comment elle opère. Nous pouvons la déjouer. Le plan était en place. J'ai commencé à préparer l'appât. D'abord, j'ai créé un faux testament avec l'aide de Maître Fontaine. Un document qui ressemblait parfaitement à un vrai, avec tous les timbres et signatures appropriés. Dans ce faux testament, je léguais l'intégralité de ma fortune directement à Marc, sans restriction, disponible immédiatement. Céline penserait qu'en tant qu'épouse, elle y aurait accès instantané. J'ai placé ce document dans mon bureau, dans un tiroir que je laissais maintenant légèrement entrouvert, comme une invitation. Ensuite, j'ai accidentellement laissé un flacon de mes médicaments pour le cœur dans l'armoire à pharmacie de ma salle de bain. Mais ce n'était pas de la digitaline. C'était des vitamines inoffensives dans un flacon soigneusement étiqueté. Si elle essayait de me donner une dose mortelle en remplaçant mes vrais médicaments, elle échouerait. Mes vrais médicaments, je les gardais maintenant dans un coffre-fort portable que je transportais avec moi. Arnaud a installé des caméras supplémentaires, plus sophistiquées, capables d'enregistrer le son avec une clarté parfaite. Nous pourrions entendre chaque mot qu'elle prononcerait. Et puis, j'ai lancé la phase finale du plan. J'ai appelé Marc. Mon chéri, j'ai décidé de prendre des vacances. Je pars à Nice pour 2 semaines. J'ai besoin de soleil, de repos. Le médecin dit que ça me ferait du bien. C'est une excellente idée, maman. Tu mérites des vacances. Quand pars-tu? Après-demain. Je voulais te prévenir, au cas où tu essaierais de me joindre et que je ne réponde pas. D'accord. Profite bien. Et maman? Je suis content que tu prennes soin de toi. Sa voix était si sincère, si aimante. Mon cœur s'est serré. Mon pauvre Marc. Il ne savait rien. Il allait avoir le cœur brisé. Après avoir raccroché, j'ai informé aussi ma concierge, Madame Dupont, que je partais en voyage. Je l'ai fait d'une voix suffisamment forte pour que plusieurs voisins l'entendent dans le hall. Je serai absente 2 semaines, Madame Dupont. Si quelqu'un demande, je suis à Nice.
Très bien, Madame Moreau. Bon voyage. Le piège était tendu. Le jour prévu, j'ai quitté mon appartement avec une valise, comme si je partais vraiment. Mais je suis simplement allée à l'hôtel Récamier, un petit hôtel boutique à 500 mètres de chez moi. J'ai pris une chambre au 4e étage, avec une vue qui, si je me penchais légèrement, me permettait de voir l'entrée de mon immeuble. Arnaud et la capitaine Blanchard étaient dans une voiture banalisée garée de l'autre côté de la rue. Et maintenant, nous attendions. Ma tablette était posée sur le lit devant moi, affichant les 6 flux vidéo de mon appartement. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. 14 heures. Rien. 15 heures. Toujours rien. 15h30. Et puis, sur l'écran de l'entrée, je l'ai vue. Céline. Elle regardait à gauche, à droite, vérifiant que personne ne la voyait. Puis elle a sorti une clé et a ouvert ma porte. « Elle est là !» ai-je murmuré dans le téléphone avec Arnaud. « Elle vient d'entrer. Nous la voyons aussi. Restez calme, Madame Moreau. Laissez-la aller jusqu'au bout. » Sur l'écran, Céline se déplaçait rapidement dans l'appartement. Elle savait exactement ce qu'elle cherchait. Elle est allée directement à mon bureau. Et c'est là que tout a basculé. Parce que ce qu'elle a fait ensuite allait révéler le secret le plus sombre de tous. Sur l'écran de ma tablette, je regardais Céline ouvrir le tiroir de mon bureau. Ses mains tremblaient légèrement. Pas de nervosité, mais d'excitation. Elle a trouvé le faux testament presque immédiatement. Ses yeux ont parcouru le document et j'ai vu son visage s'illuminer d'un sourire terrifiant. « C'est ça », a-t-elle murmuré pour elle-même. « Tout l'argent, directement accessible. » Elle a pris son téléphone et a photographié chaque page du document. Puis elle l'a remis soigneusement dans le tiroir. Mais elle n'est pas partie. Au lieu de cela, elle est allée dans ma chambre. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle cherchait d'autre? Elle a ouvert ma table de nuit. Puis mon armoire. Elle cherchait quelque chose de spécifique. Je pouvais le voir à ses mouvements précis, méthodiques. Et soudain, elle s'est arrêtée. Elle venait de remarquer quelque chose. Un coin de papier qui dépassait sous mon matelas. Mon cœur a cessé de battre. Je n'avais rien caché sous mon matelas. Qu'est-ce que c'était? Céline a soulevé le matelas et a tiré une enveloppe Kraft. Une enveloppe que je n'avais jamais vue de ma vie. Elle l'a ouverte et en a sorti plusieurs feuilles. Sur la vidéo, je pouvais voir son visage devenir d'abord confus, puis horrifié, puis finalement calculateur. Elle a lu les documents pendant plusieurs minutes, ses lèvres bougeant silencieusement. « Arnaud » ai-je dit dans le téléphone, ma voix tremblante. Elle a trouvé quelque chose. Quelque chose que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas voir assez clairement de notre position. Attendez. Céline a pris son téléphone et a appelé quelqu'un. Le son était parfaitement clair grâce aux nouvelles caméras. Thomas, c'est moi. J'ai un problème. Un gros problème. Sa voix était tendue, anxieuse. Tu te souviens des documents dont je t'ai parlé? Ceux que tu étais censé trouver dans son dossier médical? Une pause. Elle écoutait. Oui, je les ai trouvés, mais pas là où je pensais. Elle les cachait chez elle. Thomas, si ces documents sont vrais. Elle a pris une profonde respiration. Si ces documents sont vrais, alors tout notre plan tombe à l'eau. Elle n'a pas autant d'argent que nous pensions. En fait, elle est pratiquement ruinée. Quoi? De quoi parlait-elle? Écoute, a continué Céline. Selon ces documents, elle a fait des investissements catastrophiques il y a 3 ans. Elle a perdu presque tout. Les 3 millions qu'elle a encore sur ses comptes, c'est tout ce qui reste. Et il y a une clause dans son testament, pas celui qu'elle a laissé dans le tiroir. Le vrai que j'ai trouvé ici, une clause qui dit que si elle a des dettes au moment de sa mort, tout l'argent ira d'abord à payer ses dettes. Et devinez quoi? Elle a des dettes, énormes, des prêts garantis contre son appartement. Mon esprit tournait à toute vitesse. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Je n'avais fait aucun investissement catastrophique. Je n'avais aucune dette. D'où venaient ces documents? Et puis, soudainement, j'ai compris. Ces documents étaient faux. Quelqu'un les avait placés dans mon appartement. Mais qui? Et pourquoi? Thomas, nous devons accélérer, disait Céline. Si Marc découvre que sa mère est pauvre, il va commencer à poser des questions.
Il va peut-être même découvrir mes autres mariages. Non, non, nous ne pouvons pas prendre ce risque. Une autre pause. Je sais que c'est dangereux, mais nous n'avons pas le choix. Ce soir, nous le faisons ce soir. Quand elle rentrera de Nice dans 2 semaines, il sera trop tard. Nous devons le faire maintenant, pendant qu'elle est censée être partie. Mon sang s'est glacé. Ce soir, elle allait faire quelque chose ce soir. Arnaud, ai-je soufflé dans le téléphone. Elle planifie quelque chose pour ce soir. Je pense qu'elle va. Nous avons entendu. Capitaine Blanchard est déjà en train d'organiser une équipe. Madame Moreau, vous ne retournez pas dans cet appartement, compris? Mais ces documents, Arnaud, ces faux documents, qui les a mis là? Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir. Sur l'écran, Céline a remis l'enveloppe exactement où elle l'avait trouvée, sous le matelas. Elle a vérifié que tout était en ordre, puis elle est partie rapidement. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, j'ai appelé Béatrice. J'ai besoin que tu viennes me chercher, maintenant, et amène ton avocat. Diane, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a piégé mon appartement avec de faux documents pour me faire passer pour pauvre et endetté. Céline les a trouvés et maintenant, elle planifie quelque chose pour ce soir. Mais Béatrice, ces documents ne viennent pas d'elle. Quelqu'un d'autre les a mis là. Quelqu'un qui a accès à mon appartement. Il y a eu un silence choqué à l'autre bout du fil. Tu penses à Marc. Je ne sais pas quoi penser, mais nous devons découvrir qui a fait ça. Et vite. 2 heures plus tard, nous étions tous réunis dans la chambre d'hôtel. Arnaud, la capitaine Blanchard, Béatrice, son avocat Maître Rousseau et moi. Sur la table, des impressions des documents que Céline avait trouvés, que nous avions réussi à capturer en détail grâce aux caméras haute résolution. Maître Rousseau les a examinés attentivement, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. « Ces documents sont des contrefaçons », a-t-il finalement dit. « Bonnes, certes, professionnelles même, mais fausses. Regardez ici, cette signature n'est pas la vôtre, Madame Moreau. C'est une copie numérique, légèrement modifiée. Et ces sceaux de notaire, ce sont de vieux modèles, plus utilisés depuis 5 ans. Alors qui les a fabriqués, ai-je demandé. Et surtout, qui les a mis dans mon appartement? Arnaud s'est penché en avant. Madame Moreau, qui d'autre a une clé de votre appartement? À part Céline? J'ai réfléchi. Personne. Même Marc n'en a plus depuis que j'ai changé les serrures. La seule autre personne qui a un double S. Mon sang s'est figé. Madame Dupont, la concierge. Exactement. Et devinez qui a un neveu qui travaille dans la falsification de documents? Un certain neveu qui a été arrêté il y a 3 ans pour escroquerie? Madame Dupont est complice? Pas nécessairement. Mais quelqu'un a pu utiliser sa clé, ou la soudoyer. Nous devons enquêter. La capitaine Blanchard a hoché la tête. Je vais envoyer des agents l'interroger. Mais pour l'instant, notre priorité est ce que Céline planifie pour ce soir. Madame Moreau, nous allons avoir besoin de vous comme appât. Comment ça? Nous devons la faire croire que vous êtes dans l'appartement. Seule, vulnérable. C'est le seul moyen de la prendre en flagrant délit d'intention criminelle. Mon cœur battait à tout rompre. Vous voulez que je retourne là-bas? Non. Nous allons utiliser quelqu'un d'autre, quelqu'un de notre équipe, qui vous ressemble de loin. Elle sera équipée d'un gilet pare-balles et nous aurons une équipe complète cachée dans l'immeuble. Au moindre danger, nous intervenons. Et si Céline se rend compte que ce n'est pas moi? C'est un risque, mais c'est notre meilleure chance. J'ai regardé chaque visage dans la pièce, puis j'ai pensé à tout ce que Céline avait fait. Les 2 maris morts, l'empoisonnement lent, les mensonges, et maintenant, ce plan pour ce soir. D'accord, ai-je dit fermement, faisons-le, mais je veux être là, je veux la voir se faire arrêter. Vous pourrez regarder depuis notre vanne de surveillance, a promis la capitaine, vous verrez tout. Le plan était en mouvement, mais une question restait sans réponse, une question qui me rongeait. Qui avait vraiment créé ces faux documents? Et quel était leur but? Faire croire à Céline que je n'avais pas d'argent pour qu'elle agisse précipitamment? Mais qui voudrait ça? La réponse allait me choquer au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Parce que le véritable cerveau derrière tout cela n'était ni Céline, ni Thomas, ni même Madame Dupont. C'était quelqu'un de bien plus proche. Quelqu'un que je n'aurais jamais soupçonné. La nuit tombait sur Paris quand nous avons commencé à mettre le plan en place. L'équipe de la capitaine Blanchard était impressionnante.
6 agents en civil, 2 équipes techniques et une femme nommée Agent Leroy qui, avec les bons vêtements et une perruque grise, pourrait passer pour moi dans la pénombre. Nous étions dans le van de surveillance, garé dans une rue adjacente, avec une vue directe sur l'entrée de mon immeuble. À l'intérieur, des écrans montraient les flux des caméras de mon appartement, plus de nouvelles caméras installées dans les escaliers et le hall. Agent Leroy est en position, a annoncé un technicien. Sur l'écran, je pouvais voir la silhouette de la femme dans mon salon, assise sur mon canapé, lisant un livre. De dos, avec l'éclairage tamisé, elle me ressemblait étonnamment. Il était 19h30. Arnaud était assis à côté de moi, ses yeux fixés sur les écrans. « Elle va venir », a-t-il murmuré. « La question est quand et avec qui ?» 20h. Rien. 21h. Toujours rien. À 21h45, mon téléphone a vibré. Un message de Marc. « Maman, tu passes une bonne soirée à Nice ? Céline et moi pensons à toi. » Mon estomac s'est retourné. Marc pensait que j'étais à Nice. Céline lui mentait, maintenant, à ce moment même, alors qu'elle préparait quelque chose de terrible. J'ai répondu simplement « Oui, mon chéri. » Très relaxant. Je t'aime. À 22h15, les écrans se sont animés. Capitaine Blanchard s'est redressé. Mouvement à l'entrée principale. Sur l'écran, une silhouette approchait. Mais ce n'était pas Céline. C'était un homme, grand, mince, portant un sac à dos noir. Il a regardé autour de lui, puis a utilisé une clé pour entrer. « C'est Thomas Reynaud », a dit Arnaud, le cousin, l'assistant médical. Thomas est monté les escaliers rapidement, silencieusement. Arrivé devant ma porte, il a de nouveau regardé autour de lui, puis a frappé doucement. 3 coups, une pause, 2 coups. C'était un signal. La porte s'est ouverte de l'intérieur. Céline était déjà là, cachée dans mon appartement. Elle avait dû entrer plus tôt. Quand nous ne regardions pas, peut-être par une autre entrée. Combien de sorties à cet immeuble ? Ai-je demandé à la capitaine. 3. Nous les surveillons toutes maintenant. Sur l'écran, Céline et Thomas parlaient à voix basse dans mon entrée. Nous pouvions à peine les entendre. « Tu es sûr que ça va fonctionner ?» demandait Céline. « Certain. » J'ai vérifié son dossier médical. Avec son âge et ses antécédents, ça passera pour une crise cardiaque naturelle, surtout avec tout ce que nous lui avons déjà donné. Et l'autopsie ? Il n'y en aura pas. Pas si le médecin signe le certificat de décès tout de suite. J'ai préparé le docteur Dubois. Je lui ai accidentellement laissé voir de fausses notes dans son dossier, suggérant des problèmes cardiaques graves. Il ne soupçonnera rien. Mon Dieu, ils avaient tout planifié, jusqu'au moindre détail. « Et l'injection ?» demanda Céline. Thomas a ouvert son sac à dos, en a sorti une seringue et un petit flacon. Chlorure de potassium. En intraveineuse, ça provoque un arrêt cardiaque instantané. Aucune trace après quelques heures. C'est ce qu'on utilise pour les exécutions légales dans certains États américains. La capitaine Blanchard a levé sa radio. « Toutes les équipes, préparez-vous. Attendez mon signal. » Sur l'écran, Céline et Thomas avancèrent vers le salon. L'agent Leroy était toujours assise sur le canapé, de dos, la tête légèrement penchée, comme si elle somnolait. « Thomas, attends », a soudain dit Céline. Elle s'était arrêtée. Quelque chose ne va pas. « Quoi ?» Elle ne bouge pas, du tout. Même quand on a parlé. Elle n'a pas réagi. Thomas s'est approché prudemment du canapé. « Madame Moreau ?» Pas de réponse. Il a contourné le canapé pour voir le visage de l'agent Leroy. Et puis il s'est figé. « Ce n'est pas elle, » a-t-il dit, sa voix montant d'une octave. « Céline, ce n'est pas elle. »« Allez, allez, allez !» a crié la capitaine dans sa radio. Les portes se sont ouvertes de partout. Des agents en gilet pare-balles ont surgi de ma chambre, de mon bureau, même du placard de l'entrée. En quelques secondes, Thomas et Céline étaient au sol, menottes au poignet. « Police, vous êtes en état d'arrestation !» Sur l'écran, je voyais Céline se débattre, criant, pleurant. Thomas était immobile, son visage d'une pâleur mortelle. « C'était un piège, » murmurait-il. « Un putain de piège. » J'ai fermé les yeux, respirant profondément. C'était fini. Enfin. Mais alors que nous descendions du van pour aller dans mon appartement, Arnaud a reçu un appel. Son visage est devenu grave. « Quoi ? Vous êtes sûr ?
Il a écouté pendant 1 minute, puis a raccroché. Il s'est tourné vers moi. « Madame Moreau, nous avons un problème. » « Quel genre de problème ? » « Mes agents viennent d'interroger Madame Dupont, votre concierge. Elle nie farouchement avoir donné sa clé à qui que ce soit. Mais elle a dit quelque chose d'intéressant. Il y a 2 semaines, elle a surpris quelqu'un sortant de votre appartement. Quelqu'un qui avait une clé. « Qui ?» Arnaud a hésité. « Votre fils. » Marc. Le monde s'est arrêté autour de moi. Non, non, ce n'est pas possible. Marc ne ferait jamais. Madame Moreau, nous devons considérer toutes les possibilités. Ces faux documents trouvés sous votre matelas, quelqu'un devait les y placer. Quelqu'un qui connaissait les mouvements de Céline. Quelqu'un qui voulait qu'elle les trouve. Mais pourquoi ? Pourquoi Marc ferait-il ça ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il est temps de lui parler, directement. Nous sommes montés dans mon appartement. Céline et Thomas avaient été emmenés, mais la capitaine Blanchard était restée. Elle m'a regardé avec compassion. « Madame Moreau, voulez-vous que j'appelle votre fils ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. 30 minutes plus tard, Marc arrivait, affolé, paniqué. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? La police m'a dit que Céline a été arrêtée. Pourquoi ?» Il semblait genuinement choqué, confus, brisé. « Marc, ai-je dit doucement, assieds-toi, nous devons parler. » Je lui ai tout raconté. Les visites de Céline, l'empoisonnement, les plans pour me tuer ce soir. À chaque révélation, son visage devenait plus pâle, plus horrifié. « Non, » murmurait-il. « Non, 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 elle ne peut pas. Nous sommes mariés, elle m'aime, elle... » Marc. J'ai posé ma main sur la sienne. Il y a autre chose. Les documents, ceux qui disaient que j'étais pauvre, endetté. Quelqu'un les a placés dans mon appartement, pour que Céline les trouve, pour qu'elle agisse précipitamment. Il m'a regardé, les yeux rouges. « Et vous pensez que c'est moi ? Je ne sais pas quoi penser. Madame Dupont a vu sortir de mon appartement il y a 2 semaines. » Marc a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. « C'est vrai, j'étais là. Mon cœur s'est brisé. Mais maman, ce n'est pas ce que tu penses. Je suis venue parce que j'avais commencé à avoir des soupçons sur Céline, des petites choses, des mensonges, des appels qu'elle cachait. Je suis venue chercher des preuves qu'elle te faisait du mal. Et tu as trouvé quelque chose ? Il a hoché la tête. Des flacons, dans ton armoire à pharmacie. Des flacons de médicaments avec des étiquettes qui ne correspondaient pas au contenu. J'ai fait analyser l'un d'eux. C'était de la digitaline. Tu savais ? Mon esprit tourbillonnait. Tu savais qu'elle m'empoisonnait ? Je le soupçonnais, mais je n'avais pas de preuves. Et j'avais peur. Peur qu'elle me fasse du mal si je la confrontais. Alors j'ai fait quelque chose de terrible, maman. J'ai créé ces faux documents. Je les ai placés ici, pour qu'elle pense que tu n'avais plus d'argent, pour qu'elle abandonne, pour qu'elle me quitte et disparaisse. Un silence lourd est tombé dans la pièce. Mais ça n'a pas fonctionné, a-t-il continué, sa voix brisée. Au lieu de partir, elle a décidé d'accélérer les choses. Je regardais mon fils, mon unique enfant, celui que j'avais élevé, aimé, protégé, et il avait essayé de me protéger aussi, à sa façon maladroite et désespérée. « Marc, ai-je dit doucement, tu aurais dû me parler. Je sais, et maintenant. » La suite de cette histoire allait révéler un dernier secret. Un secret que même Marc ne connaissait pas. Nous étions tous assis dans mon salon comme des survivants d'un naufrage. Marc sur le canapé, la tête dans les mains. La capitaine Blanchard debout près de la fenêtre, parlant à voix basse dans sa radio. Arnaud à côté de moi, vérifiant ses notes. Et moi, épuisé, vidé, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. « Madame Moreau, » a dit la capitaine en se tournant vers nous. « Nous venons d'avoir les premières déclarations de Céline et Thomas au commissariat. Ils se rejettent la faute mutuellement, comme prévu. Mais Céline a dit quelque chose d'intéressant. Quoi ? Elle a dit, de toute façon, ce n'était même pas mon idée au départ. C'est lui qui m'a contacté. » Marc a levé la tête brusquement. « Lui qui ? Moi ?
Non. Elle refuse de donner un nom pour le moment. Elle négocie pour obtenir une réduction de peine en échange de l'information, mais elle a laissé entendre qu'il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui l'a approché il y a plusieurs mois avec ce plan. Mon sang s'est glacé. Quelqu'un l'a recrutée pour me tuer. C'est ce qu'elle prétend. Arnaud s'est levé brusquement. « Capitaine, je peux vous parler en privé ?» Ils sont sortis dans le couloir. Je pouvais les entendre murmurer, mais pas distinguer les mots. Marc me regardait, ses yeux pleins de questions et de peur. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Je ne sais pas, mon chéri, mais nous allons le découvrir. » Quand Arnaud et la capitaine sont revenus, leur visage était grave. « Madame Moreau, » a commencé Arnaud, « je dois vous poser une question difficile. Qui bénéficierait de votre mort, à part votre fils ? » « Personne. Tout va à Marc dans mon testament. » « Et les autres personnes dans votre vie ? Des associés d'affaires ? Des amis proches ? Des membres éloignés de la famille ? J'ai réfléchi. Il n'y a personne. Mon mari Pierre est mort il y a 5 ans. Nous n'avions pas de famille proche à part Marc. Mes associés ont tous pris leur retraite. Mes amis sont... Eh bien, des amis. Ils n'ont aucun intérêt financier dans ma vie. Et Béatrice ? A demandé doucement la capitaine. Je me suis figé. Béatrice ? Vous pensez que Béatrice ? Non, non, s'est empressée de dire la capitaine. Je pose simplement la question. Qui d'autre était au courant de votre fortune ? Eh bien, mon notaire, Maître Fontaine, mon conseiller financier, Gérard Lambert, mon comptable, Maurice Petit, mais ce sont tous des professionnels de confiance, avec des années. Votre conseiller financier, a interrompu Arnaud, Gérard Lambert, depuis combien de temps travaille-t-il pour vous ? 15 ans. Pourquoi ? Parce que j'ai enquêté sur lui ce matin, après avoir découvert les faux documents. Madame Moreau, votre conseiller financier a de sérieux problèmes financiers. Il a des dettes de jeu, plus d'1 million d'euros. Et il y a 6 mois, il a liquidé plusieurs de vos investissements sans votre autorisation explicite, en forgeant votre signature. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Quoi ? C'est impossible. Je vérifie mes comptes régulièrement. Il n'y a rien qui... Il a créé de faux relevés, des documents qui montraient vos investissements intacts, alors qu'en réalité, il transférait l'argent vers ses propres comptes pour payer ses dettes. Madame Moreau, vous n'avez plus 4 millions d'euros. Vous en avez 1,8 million. Il a volé 2,2 millions. Je ne pouvais pas respirer. La pièce tournait autour de moi. Non, ai-je murmuré. Non, Gérard ne ferait jamais ça. Il est. Nous sommes amis depuis. Maman, Marc était à côté de moi maintenant, tenant ma main. Respire, respire. Arnaud a continué, sa voix douce mais implacable. Il y a plus. Gérard Lambert connaissait Céline. Ils se sont rencontrés il y a 1 an dans un casino à Deauville. C'est lui qui l'a présentée à Marc lors d'un dîner d'affaires. Il a orchestré leur rencontre. Tout se mettait en place. Les pièces du puzzle que je n'avais pas vues. Il voulait que j'épouse Céline, a murmuré Marc, comprenant soudain. Il a insisté pour que je vienne à ce dîner. Il a dit qu'il y aurait quelqu'un que je devrais absolument rencontrer. Et quand j'ai vu Céline, elle était tellement charmante, tellement intéressée par tout ce que je disais. Parce qu'elle jouait un rôle, ai-je dit amèrement. Un rôle que Gérard lui avait demandé de jouer. Il avait déjà volé mon argent. Mais ce n'était pas assez. Il savait que j'allais découvrir le vol tôt ou tard. Alors, il a mis en place un plan de secours. Si je mourais, l'argent irait à Marc. Et avec Céline comme épouse de Marc, manipulable, contrôlable, Gérard pourrait continuer à voler. Exactement, a confirmé la capitaine. Et si Céline était arrêtée pour votre meurtre, il n'y aurait aucun lien vers lui. Il serait l'innocent conseiller financier, choqué par la tragédie. Mon téléphone a sonné. Un numéro que je connaissais bien. Gérard Lambert. Ne répondez pas, a dit immédiatement la capitaine. Mais elle a fait un signe à ses techniciens. Mais mettons-le sur écoute. Ils ont rapidement configuré l'équipement. Puis la capitaine m'a fait signe. J'ai répondu, ma main tremblante. « Diane, enfin !» La voix de Gérard était tendue, presque paniquée. « J'ai essayé de te joindre toute la journée. Tu es à Nice ?»« Oui, Gérard. Pourquoi ?»« Parce que... Écoute, je dois te parler de quelque chose d'urgent, concernant tes investissements. Il y a eu une erreur, une grosse erreur.
Je pense qu'il vaudrait mieux que tu rentres immédiatement. » Quelle sorte d'erreur? Il y a eu une pause. Je pouvais l'entendre respirer lourdement. « Je préférerais t'en parler en personne. Quand peux-tu revenir à Paris ?» La capitaine me faisait des signes. Continuer, le faire parler. « Gérard, tu me fais peur. Dis-moi ce qui se passe. C'est juste que, il y a des fonds qui manquent. Et je ne comprends pas comment c'est arrivé. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout arranger. J'ai juste besoin que tu signes quelques documents pour... » « Pourquoi, Gérard? Pour couvrir l'argent que tu as volé. » Silence total. « Diane, de quoi tu parles? » « Je parle des 2 200 000 € que tu as détournés de mes comptes au cours des 6 derniers mois. Je parle de Céline, que tu as recrutée pour m'épouser à mon fils et probablement me tuer. Je parle du fait que tu es ruiné par tes dettes de jeu et que tu as utilisé mon argent pour essayer de te sauver. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis, soudainement, Gérard a éclaté de rire. Un rire froid, désespéré. « Tu sais quoi, Diane? Oui, c'est vrai. Tout. Et tu veux savoir le pire? Ça aurait marché. Si ce n'était pas pour ces putains de faux documents que quelqu'un a plantés dans ton appartement et qui ont fait paniquer Céline. Si elle avait continué à t'empoisonner lentement, tu serais morte dans 1 mois et personne n'aurait jamais rien su. » Marc était debout, tremblant de rage. La capitaine faisait déjà des signes à ses agents par radio. « Où es-tu, Gérard ?» ai-je demandé. « Quelque part où tu ne me trouveras jamais. J'ai pris ce qui restait de ton argent ce matin, Diane. J'ai vidé tes comptes, tout. Et maintenant, je vais disparaître. Profiter de ma retraite anticipée. La ligne s'est coupée. Il ment, a immédiatement dit la capitaine. Il ne peut pas avoir vidé vos comptes. Nous avons mis une alerte sur tous vos actifs ce matin. Toute transaction importante aurait été bloquée. Mais Arnaud était déjà sur son ordinateur, vérifiant mes comptes bancaires en ligne avec les codes d'accès que je lui avais donnés. Son visage est devenu blanc. « Madame Moreau, vos comptes principaux sont vides. Il a tout transféré ce matin à 6 heures, avant que nous mettions les alertes. 1 800 000 €. Disparu. Je me suis assise lentement, après tout cela, après avoir échappé au poison, à l'assassinat, à ma belle-fille tueuse en série, après avoir tout risqué pour prendre le piège. J'avais perdu tout mon argent. Nous allons le retrouver, a promis la capitaine. Nous avons ses coordonnées, nous suivons son téléphone, nous. Il aura détruit son téléphone, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Il aura utilisé des comptes offshore intraçables. C'est un professionnel de la finance. Il sait comment faire disparaître de l'argent. Marc était à genoux devant moi, tenant mes mains. « Maman, je suis tellement désolée. Tout ça, c'est ma faute. Si je n'avais pas épousé Céline... » « Non. » J'ai touché son visage. « Ce n'est pas ta faute. Tu as été manipulée, comme moi. » Mais dans ma tête, je pensais déjà. Gérard avait fait une erreur, une grosse erreur. Il avait sous-estimé une femme de 66 ans qui avait construit une fortune de 4 millions d'euros à partir de rien. Une femme qui avait survécu à la mort de son mari, aux trahisons et maintenant à une tentative de meurtre. Il pensait avoir gagné, mais le jeu n'était pas terminé. Parce que j'avais un dernier secret, un secret que même Marc ne connaissait pas, un secret qui allait tout changer. Le lendemain matin, j'ai convoqué une réunion dans mon appartement. Marc, Béatrice, Arnaud, la capitaine Blanchard et 2 personnes que personne n'attendait. Maître Fontaine, mon notaire, et un homme d'une 50aine d'années que j'ai présenté comme Alexandre Moreau. « Qui est-ce » me demandait Marc, confus. « Ton oncle » ai-je répondu calmement. Marc m'a regardé comme si j'étais devenue folle. « Maman, je n'ai pas d'oncle. Tu étais fille unique. Papa était fils unique. C'est ce que tout le monde pense. Mais ton père avait un demi-frère, Alexandre. Ils partageaient le même père mais pas la même mère. Quand ton grand-père est mort, il y a eu une dispute familiale terrible concernant l'héritage. Pour éviter un scandale public, Alexandre et ton père ont fait un accord. Alexandre prendrait sa part d'héritage et disparaîtrait de la vie publique. En échange, nous maintiendrions le secret. » Alexandre a hoché la tête. « Pierre et moi avons gardé contact en privé pendant toutes ces années. Quand il est mort, Diane m'a tout raconté. Nous avons décidé de continuer l'arrangement pour protéger la réputation de la famille. Mais pourquoi me cacher ça?
Marc semblait blessé. « Pour te protéger, ai-je dit doucement. Mais il y a une autre raison pour laquelle Alexandre est ici aujourd'hui. Alexandre, si tu veux bien. » Alexandre a ouvert sa mallette et en a sorti plusieurs documents. « Marc, ta mère est effectivement officiellement ruinée. Gérard Lambert a volé presque tout son argent. Presque. Ce que Lambert ne savait pas, c'est qu'il y a 15 ans, quand ton père et moi avons fait notre premier million ensemble, nous avons été prudents. Nous avons créé un trust offshore, aux îles Caïmans. Un trust dont j'étais le bénéficiaire et le gestionnaire. Il a posé les documents sur la table. Ce trust contient actuellement 2 800 000 €, intouchable par quiconque, sauf moi. Lambert n'en connaissait pas l'existence. Il ne pouvait pas le voler parce qu'il ne savait même pas qu'il existait. Le silence dans la pièce était total. « Vous voulez dire » a commencé Arnaud. « Je veux dire que je ne suis pas ruiné. Oui, j'ai perdu de l'argent, beaucoup d'argent, mais je ne suis pas détruite. Et maintenant, nous allons utiliser cet argent pour détruire Gérard Lambert. » J'ai regardé chaque personne dans la pièce. Voici ce que nous allons faire. Gérard pense que j'ai été vidé. Il pense qu'il a gagné. Il va se cacher quelques semaines, puis il va commencer à dépenser l'argent volé, à profiter de sa retraite. C'est dans sa nature. Il ne peut pas s'empêcher de jouer, de dépenser, de montrer sa richesse. Et nous le suivrons, a continué Arnaud, comprenant où je voulais en venir. Nous attendrons qu'il se sente en sécurité. Et puis, nous frapperons. Exactement, mais il y a plus. Capitaine Blanchard, où en sommes-nous avec Céline et Thomas? Ils sont en détention. Céline négocie toujours pour obtenir une réduction de peine. Elle est prête à témoigner contre Lambert. Thomas, quant à lui, s'est complètement effondré. Il avoue tout. L'empoisonnement, les plans de meurtre, son rôle dans la falsification des dossiers médicaux. Parfait. Et le docteur Dubois? Suspendu. Sous enquête pour négligence. Il jure qu'il ne savait rien, qu'il faisait confiance à son assistant. J'ai hoché la tête. Bien. Maintenant, voici mon plan complet. Alexandre va me prêter officiellement 500 000 €, publiquement, pour que je puisse survivre après la trahison de Lambert. Cette information va fuiter. Gérard l'apprendra. « Et alors ?» a demandé Marc. « Alors il pensera que j'ai encore de l'argent. Et sa cupidité le poussera à essayer de le voler aussi. Il ne pourra pas s'en empêcher. C'est un joueur compulsif, un voleur compulsif. Il essaiera de me contacter, de regagner ma confiance, de me convaincre qu'il peut récupérer l'argent que quelqu'un d'autre a volé. Et quand il le fera, nous l'aurons, a fini Arnaud avec un sourire sombre. Le plan a été mis en œuvre immédiatement. Alexandre a fait un transfert public de 500 000 € vers mon compte. Nous avons fait en sorte que l'information soit accidentellement mentionnée à plusieurs personnes qui connaissaient de Gérard. Dans le monde de la finance parisienne, les rumeurs voyagent vite. Pendant ce temps, l'équipe d'Arnaud surveillait tous les canaux possibles de communication. Les emails, les téléphones, les réseaux sociaux, les contacts communs. 3 jours ont passé. Rien. 7 jours. Toujours rien. Il est peut-être plus intelligent qu'on ne le pensait, a dit Béatrice alors que nous prenions le thé dans mon salon. Ou plus effrayé, ai-je répondu. Mais il reviendra. J'en suis sûre. Le 10e jour, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. Madame Moreau, une voix déformée, probablement par un logiciel. Oui? J'ai des informations sur ce qui est arrivé à votre argent, sur qui l'a vraiment volé. Je peux vous aider à le récupérer, mais nous devons nous rencontrer. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est restée calme. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui connaît la vérité. Quelqu'un qui peut prouver que Gérard Lambert n'a pas agi seul, qu'il y avait d'autres personnes impliquées. Et ces personnes ont toujours votre argent. Pourquoi m'aideriez-vous? Parce qu'ils m'ont trahi aussi, et je veux ma revanche. Retrouvez-moi demain à midi, au café Les Deux Magots, place Saint-Germain. Venez seul. Si vous amenez la police, je disparais et vous ne saurez jamais la vérité. La ligne s'est coupée. J'ai immédiatement appelé la capitaine Blanchard. C'était lui. Lambert, je le sais. Comment pouvez-vous en être sûr? La voix était déformée. Parce qu'il a utilisé l'expression « récupérer votre argent ». C'est exactement ce qu'il disait toujours quand il y avait un problème avec mes investissements.
Ne vous inquiétez pas, Diane, je vais récupérer votre argent. C'est sa phrase signature. D'accord, alors nous allons préparer la rencontre. Vous porterez un micro. Nous aurons des agents partout dans le café et autour. Au moindre danger, nous intervenons. Le lendemain, à 11h45, j'étais assise à une table du café Les Deux Magots. Le micro était caché sous mes vêtements, si petit que je pouvais à peine le sentir. Autour de moi, des touristes, des Parisiens, et au moins 6 agents en civil que j'avais appris à reconnaître. Midi. Personne. 12h15. Toujours personne. J'ai commandé un autre café. Attendu. À 12h30, un homme s'est assis à ma table. Mais ce n'était pas Gérard Lambert. C'était Thomas Reynaud, le cousin de Céline, l'assistant médical, celui qui était censé être en prison. « Bonjour, Madame Moreau », a-t-il dit calmement. « Je parie que vous êtes surprise de me voir. » Je regardais fixement l'homme qui avait planifié de m'injecter du chlorure de potassium. L'homme qui devait être derrière les barreaux. « Comment êtes-vous sorti ?» Il a souri, un sourire qui m'a glacé le sang. « Parce que tout ce que vous pensez savoir est faux, Madame Moreau. Gérard Lambert ne tire pas les ficelles. Céline non plus. Ils ne sont que des pièces sur l'échiquier, des pièces sacrifiables. » Alors qui ? Thomas s'est penché en avant. « Quelqu'un que vous connaissez très, très bien. Quelqu'un qui vous a manipulé depuis le début. Quelqu'un qui est ici, maintenant, à cette table. » Et c'est alors que j'ai compris. La terrible, horrible vérité. Thomas a souri en voyant la compréhension s'afficher sur mon visage. « Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas ?»« Ce n'est pas possible, » ai-je murmuré. « Vous êtes en prison. Ils vous ont arrêté. Ils ont arrêté quelqu'un qui leur ressemblait. Un acteur. Une doublure. Payé grassement pour jouer le rôle. La vraie équipe de police n'est jamais venue, Madame Moreau, votre capitaine Blanchard. Fausse, vos agents ? Faux, même Arnaud Mercier. Vous croyez vraiment qu'un détective privé pourrait découvrir autant d'informations si rapidement ? Le monde tournait autour de moi. Non, non, ce n'était pas possible. Mais les documents, les preuves, les enregistrements vidéo de Céline, tous réels. Céline essayait vraiment de vous tuer. Gérard a vraiment volé votre argent. Mais qui pensez-vous a donné à Céline votre adresse initiale ? Qui lui a dit exactement combien vous valiez ? Qui l'a mise en contact avec Gérard Lambert ? Vous ? Moi ? Enfin, pas exactement moi, mais l'organisation dont je fais partie. Voyez-vous, Madame Moreau, il existe à Paris un petit groupe très exclusif de personnes qui se spécialisent dans, disons, l'acquisition créative de patrimoine. Nous identifions des cibles riches, âgées, solitaires. Nous mettons en place des pièges élaborés. Et quand tout est terminé, nous partageons le butin. Mon téléphone était dans ma poche, si je pouvais juste. « Ne faites pas ça », a dit Thomas, comme s'il lisait dans mes pensées. « Votre téléphone est déjà désactivé, le micro que vous portez. Il ne transmet rien. Et les agents autour de nous ? Ce sont mes collègues. Nous contrôlons toute la situation. Que voulez-vous ? L'argent du trust, celui que votre beau-frère Alexandre contrôle. 2 800 000 €. Vous allez l'appeler maintenant et lui demander de tout transférer sur un compte que je vais vous donner. Vous lui direz que c'est pour piéger Gérard Lambert. Et il le fera, parce qu'il vous fait confiance. Et si je refuse ? Thomas a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. C'était un flux vidéo en direct, de Marc, mon fils, attaché à une chaise dans ce qui ressemblait à un entrepôt. « Marc !» j'ai crié, attirant quelques regards. Thomas a rapidement éteint l'écran. Il est en sécurité, pour l'instant, mais si vous refusez de coopérer, eh bien, les accidents arrivent. Surtout aux personnes qui n'écoutent pas les instructions. Les larmes coulaient sur mes joues. Après tout ce que j'avais traversé. Après avoir survécu à Céline, à l'empoisonnement, au plan de meurtre, j'allais perdre de toute façon. Perdre mon argent. Peut-être perdre mon fils. D'accord, ai-je murmuré. Je vais appeler Alexandre. Thomas a souri. Sage décision. Voici le numéro du compte. Il a écrit un numéro sur une serviette en papier. J'ai pris mon téléphone de ma poche tremblante, composé le numéro d'Alexandre, mais pas celui qu'il m'avait donné officiellement, celui qu'il m'avait donné en privé. Notre code d'urgence.
Si jamais je l'appelais sur ce numéro, il saurait que quelque chose n'allait pas. « Alexandre ?» ai-je dit quand il a répondu. « J'ai besoin que tu transfères tout l'argent du trust. Maintenant. C'est urgent. »« Diane, qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix. S'il te plaît, fais-le. C'est pour piéger Gérard Lambert. Je t'enverrai les détails du compte par message. » Il y a eu un silence. « D'accord, donne-moi les informations. » J'ai envoyé le numéro de compte par message. Thomas regardait avec satisfaction. « Bien. Maintenant, nous attendons la confirmation du transfert. Ça devrait prendre environ 10 minutes. 10 minutes. J'avais 10 minutes pour trouver un moyen de sauver Marc et moi, mais je ne voyais aucune issue. Pas d'échappatoire. Sauf qu'Alexandre connaissait ce numéro d'urgence. Et si j'avais raison sur sa personnalité, s'il était vraiment l'homme que Pierre m'avait décrit, il ne transférerait jamais l'argent sur ce compte. Il appellerait la vraie police. « Confirmation reçue !» a dit Thomas, regardant son téléphone. 2 800 000 €, transférés avec succès. Mon cœur s'est serré. Non, Alexandre n'aurait pas. Vous semblez surprise, Madame Moreau. Vous pensiez qu'il appellerait la police? Il l'a fait. Mais devinez qui a répondu. Un de nos hommes, se faisant passer pour un officier. Nous contrôlons tout. Il s'est levé. Maintenant, quant à votre fils, il sera libéré dans 1 heure, indemne, à condition que vous ne parliez à personne de cette conversation pendant 48 heures. Si vous contactez la police, si vous faites quoi que ce soit, nous le saurons. Et Marc aura un accident tragique. Est-ce compris? Oui, ai-je murmuré, vaincu. Thomas a commencé à partir. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Tous les clients du café se sont levés simultanément. 20 de personnes. Tous se sont dirigés vers Thomas. « Thomas Reynaud, vous êtes en état d'arrestation pour extorsion, enlèvement et fraude. » Ce n'était pas une fausse voix, c'était la vraie capitaine Blanchard. La vraie, pas celle que j'avais rencontrée avant, mais une femme que j'ai reconnue des photos d'Arnaud. La vraie capitaine. Thomas a essayé de fuir. 3 agents l'ont plaqué au sol en quelques secondes. Je ne comprenais rien. Comment? Un homme s'est approché de moi, Alexandre, mais il avait un badge de police à la main. « Madame Moreau, je suis l'inspecteur Alexandre Beaumont. Arnaud Mercier m'a contacté il y a 2 semaines après avoir découvert qu'il y avait une organisation criminelle ciblant des personnes âgées, fortunées à Paris. Nous avons monté une opération d'infiltration. Votre oncle Alexandre n'existe pas. C'était moi, sous couverture. Le trust n'existe pas non plus. C'était un appât. Mais le transfert. Thomas a dit qu'il avait reçu l'argent. Il a reçu une confirmation de notre équipe technique, mais aucun argent n'a été transféré. Le compte qu'il a donné appartient à la police. Nous avons tracé tous ses associés. 23 arrestations ce matin à travers Paris. C'est terminé. Et Marc? Ils ont dit qu'ils avaient Marc? Votre fils est au commissariat depuis ce matin, en sécurité. La vidéo était truquée, filmée avec un acteur. Nous le savions. Je me suis effondré sur ma chaise, incapable de traiter tout ce qui venait de se passer. Alors Arnaud Mercier, était-il vrai ou... Arnaud est un vrai détective privé, et tout ce qu'il a découvert était vrai. Céline, Gérard Lambert, leurs crimes, ils sont en prison, vraiment en prison cette fois. Et grâce à votre courage, nous avons maintenant démantelé toute une organisation criminelle. Mais mon argent, celui que Gérard a volé, l'inspecteur Beaumont a souri. Nous l'avons tracé. Il est dans un compte bloqué au Luxembourg. Nous sommes en train de préparer les documents pour vous le restituer. Ça prendra du temps, mais vous récupérerez tout. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Les procès, les témoignages. Céline a été condamnée à 20 ans de prison pour 2 meurtres antérieurs et tentative de meurtre sur moi. Thomas a 15 ans. Gérard Lambert, retrouvé à Monaco, a 25 ans pour vol, fraude et complicité de tentative de meurtre. Marc a demandé le divorce immédiatement. Il a commencé une thérapie pour traiter le traumatisme. Et lentement, très lentement, nous avons reconstruit notre relation. 8 mois plus tard, j'étais assise dans mon salon. Les mêmes meubles, les mêmes tableaux au mur. Mais tout semblait différent, plus léger.
mon argent avait été restitué. Tous les 3 800 000 € que j'avais avant le vol. J'avais même reçu des dommages et intérêts. Mais plus important encore, j'avais récupéré quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Ma dignité, ma force, ma vie. Béatrice est venue prendre le thé cet après-midi-là. Nous nous sommes assises près de la fenêtre, regardant Paris scintiller sous le soleil d'été. « Tu es devenue célèbre, tu sais », a-t-elle dit. L'histoire de la femme de 66 ans qui a démantelé un réseau criminel. Les médias t'appellent l'Avenger de Paris. J'ai ri. C'est ridicule. Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste refusé d'être une victime. C'est exactement ça qui est spécial, Diane. Tu as refusé d'accepter que parce que tu es plus âgée, tu es vulnérable. Tu as refusé d'accepter que tu ne mérites pas de respect, d'intimité, de sécurité. J'ai regardé mon amie, cette femme qui avait été à mes côtés à travers tout cela. Céline avait tort, ai-je dit doucement. Les personnes âgées ont besoin d'intimité. Nous avons besoin de respect. Nous avons besoin de dignité. Et si quelqu'un essaie de nous enlever ça? Je me suis arrêtée, un sourire lent se formant sur mon visage. Eh bien, il va apprendre une leçon qu'il n'oubliera jamais. Le téléphone a sonné. C'était Marc. « Maman, je me demandais si tu voudrais dîner avec moi ce soir. Il y a quelqu'un que je voudrais te présenter. Quelqu'un de gentil, de vraiment gentil cette fois. » J'ai souri. « J'aimerais beaucoup ça, mon chéri. Mais Marc, cette fois, peut-être que je pourrais faire une vérification de ses antécédents d'abord ?» Il a ri. Un vrai rire. Le premier depuis des mois. « Deal, maman, deal !» Après avoir raccroché, je suis restée assise, regardant par la fenêtre. 66 ans. Après tout ce que j'avais vécu, la perte de mon mari, la trahison, l'empoisonnement, la tentative de meurtre, j'étais toujours là, toujours debout, toujours forte, et quelque part dans Paris, dans les prisons, Céline et ses complices apprenaient une leçon que j'espérais qu'ils n'oublieraient jamais. Ne sous-estimez jamais une femme. Surtout pas une femme qui a survécu à 6 décennies et demie de vie. Parce que nous avons appris, nous avons grandi, et nous ne sommes certainement pas les victimes faciles que vous pensez que nous sommes. Les personnes âgées n'ont peut-être pas besoin de grand-chose, mais nous méritons tout, le respect, l'intimité, la justice, et nous allons nous battre pour l'obtenir.